Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie d'accueillir Monsieur Stéphane Rossignol, qui est maire de la Grande Motte et président de l'agglomération de l'Or, c'est ça, du pays de l'Or, c'est ça, et Thierry Gaxieux, président de Sinov Languedoc-Roussillon. Merci de les accueillir. Je vous en prie. Je vous en prie, servez-vous. Je ne peux pas vous donner les micros, vous comprendrez pourquoi. Je vais commencer par vous, Stéphane Rossignol, parce que vous nous accueillez aujourd'hui dans votre belle ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le thème qui nous réunit aujourd'hui, notamment, vous intéresse particulièrement ? Bien, d'abord, je souhaite la bienvenue et je remercie la Fédération Sinov d'avoir choisi la Grande Motte et de vous accueillir ici dans ce palais des congrès Jean Balladur, qui porte le nom de notre architecte en chef, celui qui a à la fois été en charge de construire une ville nouvelle, mais qui l'a imaginée, qui l'a dessinée et qui donc l'a créée. Il faut savoir que sur notre planète aujourd'hui, il y a 3 villes qui ont été conçues par un seul et unique architecte, et 3 villes, 2 autres villes qui sont très éloignées de nous, c'est Brasilia avec Oscar Niemeyer, c'est Chandigarh avec Le Corbusier, et ici en France, à la Grande Motte, Jean Balladur, qui a donc créé, qui a eu carte blanche pour créer une ville nouvelle, une ville totalement conçue sous cette appellation qu'on a appelée la ville des pyramides, avec ces bâtiments en béton. Il s'est servi du béton pour construire cette ville. Et quel béton, puisque en 2010, le ministère de la Culture a reconnu la ville de la Grande Motte comme labellisée au patrimoine du XXe siècle dans sa totalité, dans sa globalité, ce qui était une première, puisque aucune ville en France n'avait obtenu jusqu'alors le label pour l'ensemble de la ville. Un patrimoine vivant ? Parce qu'avant de continuer, je vous propose, vous êtes venu avec un film, je pense, qui va nous raccrocher encore plus au sujet du jour. Une ville qui n'a que 52 ans, puisqu'elle est née en 1968 de la mission Racine, et qui a fêté ses 50 ans en 2018, donc 52 ans aujourd'hui, mais dont l'histoire n'est pas achevée, loin de là. On regarde ce film et vous nous en dites un peu plus après. Merci. Bravo. Merci pour cette visite. C'est vrai qu'on aime bien profiter du port et de la Grande Motte en vrai, mais ce fut une belle visite.
Alors, on le disait tout à l'heure, un patrimoine certes, mais un patrimoine qui évolue. La Grande Motte est connue pour son port, mais un projet est en cours au-delà du port, c'est bien ça? Un projet au-delà du port, la Grande Motte est née par son port. Je disais 68 les premiers habitants, mais 67 c'est la construction, le creusement du port qui aujourd'hui comporte 1800 anneaux, un port donc central. Et ça aussi, ce qui fait à la fois la force et la richesse de la ville de la Grande Motte, c'est d'avoir un port par rapport à d'autres ports de la Méditerranée qui se situe au cœur de la ville et sur lequel, bien, lorsque Balladur a creusé le port, il a agrégé, il a construit les pyramides autour du port. Alors je parlais tout à l'heure de béton, de pyramides, mais il faut quand même savoir que la Grande Motte aussi a un patrimoine végétal et naturel exceptionnel. C'est un véritable jardin de la Méditerranée, 70% d'espace vert, parce que Balladur, s'il s'est appuyé sur le béton, a aussi voulu qu'il y ait de nombreux arbres plantés, 36 000 arbres aujourd'hui, des kilomètres de plates-bandes. Donc voilà. Alors le port, je disais, on est né par le port. Le port, comme tous les ports de la Méditerranée aujourd'hui, est arrivé depuis plusieurs années à saturation. Nous avons plusieurs centaines de listes d'attente. Peut-être parmi vous, certains ont un bateau qu'ils voudraient mettre à la Grande Motte. Et malheureusement, non. Non, bon, ça ne viendra pas être. Donc notre port, comme d'autres ports aujourd'hui, est à saturation. Et à la base, c'était un projet d'extension du port uniquement. Au fil des années, depuis ma première élection en 2008, nous avons évolué parce que agrandir le port et s'arrêter à l'agrandissement du port, c'était quelque chose qui à la fois n'était pas réaliste, à la fois d'un point de vue financier, parce qu'il fallait financer cette extension du port, et on sait qu'aujourd'hui l'argent est malheureusement rare et de plus en plus rare, mais qu'il fallait aussi ajouter à cette création d'arrivée de nouveaux plaisanciers, réaménager les quais pour qu'ils puissent absorber ces 400 plaisanciers supplémentaires. Donc le projet port, d'agrandissement du port, est devenu ville-port, c'est-à-dire un projet à la fois urbain et portuaire. Une infrastructure. Une infrastructure. Vous me suivez, hein? Et c'est là où on a lancé un concours d'architectes que le groupement conduit par François Leclerc, architecte à la fois parisien et marseillais, puisqu'il est sur Marseille aujourd'hui sur le projet Euromed 2, a été choisi après donc, ce concours, et qu'il nous a donc présenté ce projet avec le terme la balade de plage à plage, balade avec deux ailes, faisant un clin d'œil à notre architecte Jean Balladur. Donc le projet aujourd'hui, c'est toujours l'extension du port, et après une étude qui a été réalisée, c'est 400 anneaux qui seront construits sur l'entrée ouest du port de la Grande Motte, avec un déplacement de la digue ouest, une digue qui aujourd'hui qui demain sera élargie, agrandie, et qui, et je le dis pour ceux qui pourraient avoir des inquiétudes par rapport à la submersion marine, la montée des eaux, cette digue qui sera déplacée, agrandie, élargie, eh bien, protégera, et les études l'ont montré, protégera l'entrée du port et la ville de la Grande Motte. Donc 2 bassins portuaires seront creusés et vont entourer un îlot qui s'appelle la presqu'île Baumel, qui est aujourd'hui un terre-plein, qui sera donc entouré par 2 bassins portuaires. Et sur cet îlot seront déplacés les hangars nautiques, ces hangars sur lesquels aujourd'hui on vend des bateaux, où on construit aussi des bateaux, puisque nous avons la chance d'avoir une entreprise particulièrement performante, Grand Large Yachting, qui fabrique des catamarans, des petits catamarans, si je puis dire, et des grands catamarans de luxe, puisque ce sont les plus gros catamarans et les plus chers catamarans au monde. C'est Gunboat, le dernier catamaran qui vient de sortir, c'est un catamaran qui part à 6,5 millions d'euros. Donc vous voyez, oui, je me suis renseigné. C'est la Ferrari du catamaran. Donc on déplacera dans ce projet sur l'îlot central, la presqu'île, ces bâtiments nautiques, et à l'emplacement des halles nautiques, eh bien, est prévu, on le voit, on les devine, mais il y aura un concours qui sera lancé à ce moment-là, 450 à 500 logements. Et cerise sur le gâteau, eh bien, ce sont les quais d'entrée de ville, le quai Georges Pompidou, le quai Éric Tabarly, qui seront réaménagés, on le voit sur les images qu'on a pu constater, des promenades élargies, des voitures en moins. Pour les véhicules, la ville, je ne suis pas un maire écologiste, mais je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Nous allons lancer l'année prochaine un parking d'entrée de ville pour justement penser à la suppression de 300 places de parking qui sont situées autour du port. Les plaisanciers pourront venir déposer leurs affaires, mais retourner se garer à l'entrée de ville. Donc des espaces partagés
pour les piétons, pour les cyclistes, des grandes promenades qui amèneront vers ce nouveau quartier avec ces anneaux. Donc c'est à la fois un projet nautique, un projet économique, un projet urbain. Merci beaucoup. Vous nous préparez bien le terrain cet après-midi parce qu'on va en parler un petit peu du projet Villeport pendant la table ronde. On l'a compris, donc un projet complexe, à 360, complexe mais anticipé, et dont tous les contours ont été envisagés. Vos nouvelles technologies, et notamment à travers le BIM, effectivement, exactement, je pense qu'on pourra s'appuyer sur les connaissances et ces nouvelles technologies. Merci encore de nous accueillir, Stéphane Rossignol. Bon séjour à la Grande Motte. Merci beaucoup. Restez avec nous encore une minute. Merci de la... voilà. Restez un petit peu avec nous, si votre agenda vous le permet peut-être. Oui. Thierry Gaxieux, bon voilà, on a déjà bien préparé le terrain. Président Sinov Languedoc-Roussillon, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Sinov, sa réalité aussi dans la région, et puis on parlera un peu du Rex BIM Tour juste après. Très bien. Alors, déjà, je vous remercie d'être venus, malgré les conditions un peu particulières, d'être venus nombreux. Je remercie Monsieur Rossignol de nous accueillir dans sa belle ville de la Grande Motte. On a bien fait finalement de venir ici. Hein. Je crois qu'on ne s'est pas trompé. Le Sinov, donc moi je suis Thierry Gaxieux, j'ai dirigé un bureau d'études régional en infrastructure, donc un peu concerné par ce dont on va parler aujourd'hui. Et je suis accessoirement, si j'en peux dire, président de Sinov Languedoc-Roussillon. Donc Sinov, c'est un syndicat patronal qui est représentatif de la branche du conseil, de l'ingénierie et du numérique. C'est une fédération de syndicats et je suis aussi administrateur de Sinov Bâtiments, Infrastructures et Coordination, qui est un des syndicats de la fédération. Sinov Languedoc-Roussillon, c'est la représentation locale de Sinov, sachant qu'on fait partie de Sinov Occitanie et nous on a gardé quand même Languedoc-Roussillon. L'ingénierie dans la région Occitanie, c'est 63 000 emplois et 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le Languedoc-Roussillon représente 30% des effectifs. Les actions de Sinov, dont l'objet est de défendre la profession, sont multiples. En ce moment, on a donc ce Rex BIM Tour qui se déplace à travers toute la France pour parler du BIM et faire un retour d'expérience sur ce qu'on sait déjà du BIM. On en est à combien d'étapes aujourd'hui? On est à la 12e étape. 12e. Et la prochaine aura lieu à Nantes, si je ne me trompe pas, si tout va bien. Une autre action de Sinov actuelle, c'est un site web dédié au coronavirus pour aider les entreprises à passer ces difficultés. Une autre action de Sinov, c'est une action auprès des pouvoirs publics pour essayer d'équilibrer l'action de l'Agence nationale de cohésion territoriale qui vient d'être créée et qui va entrer en interface avec nos métiers. Sinov a aussi participé et fait des propositions au gouvernement pour le plan de relance, etc., de nombreuses actions. Alors, quel est le sujet qui nous réunit particulièrement aujourd'hui? On a compris que c'était le BIM, évidemment, mais il y a un sujet bien particulier que vous avez souhaité développer, proposer à tout le monde aujourd'hui. Alors effectivement, les 11 précédentes éditions du Rex BIM Tour étaient beaucoup axées, essentiellement axées sur le bâtiment. Et on voit naître depuis quelque temps une idée autour du BIM des infrastructures. Et on s'est dit que la 12e édition du Rex BIM Tour pourrait être axée sur les infrastructures. C'est ce qu'on a essayé de faire. Infrastructure, c'est-à-dire Alors infrastructure, on vient d'en parler avec Monsieur Rossignol. Mais... Oui, infrastructure, c'est en opposition aux superstructures. Les superstrucures, en gros, c'est les bâtiments. Les infrastructures, c'est tout ce qui est au niveau de la route, les réseaux, les voiries. Tout l'environnement d'un bâtiment, finalement. C'est ça. Et donc, on commence à parler de BIM infra. Enfin, on parle de BIM infra, mais on a un peu de mal à savoir de quoi il retourne. Quand on me parle de BIM infra, on me parle de données qu'on peut associer à des objets techniques. Et quand on me dit ça, moi je pense au SIG. Il me semble qu'on a déjà des outils qui font un peu ça. On nous parle aussi de 3D. Et puis nous, on a aussi des outils en CAO, DAO qui font déjà de la 3D. Donc, qu'est-ce que le BIM amène de plus ? On nous parle par contre de quelque chose qui m'intéresse un peu plus, c'est la possibilité de travailler de façon collaborative sur des projets. Et là, ça peut vraiment être intéressant, puisque actuellement, on n'a pas d'outils vraiment dédiés à cela. C'est pour ça qu'on parle souvent, on le verra, de processus BIM, et pas comme d'un outil uniquement. Voilà. Donc oui, le BIM ne se réduit pas à la 3D. Du coup, la journée d'aujourd'hui, enfin la demi-journée d'aujourd'hui, c'est un peu pour répondre à ces questions
Et aux autres questions que vous pourriez vous poser, est-ce qu'on a raison d'investir dans le BIM ou est-ce qu'il est urgent d'attendre? Est-ce que le BIM va pouvoir aider à faire collaborer entre eux les différents acteurs de la construction? Je pense aux architectes avec les ingénieurs, le bâtiment avec les infrastructures. Est-ce qu'on parle de ville intelligente? Est-ce que la notion de ville intelligente va nous obliger à nous diriger vers le BIM? On parle aussi de SIM. Alors qu'est-ce que c'est le SIM? On va en parler. J'espère qu'on aura des réponses à toutes ces questions et à toutes les autres que vous vous posez certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions, vous aurez des pistes de réflexion. Et j'espère qu'avec les acteurs de la construction régionaux qui ont communiqué autour de cette manifestation et qui sont présents pour certains, il y a l'Ordre des architectes, l'UNSA, la FRTP pour les entreprises, l'AITF, les ingénieurs territoriaux de France. Avec toutes ces composantes de la construction localement, j'espère qu'on arrivera à faire pousser le BIM infra et développer cette nouvelle notion du numérique au sein de la construction. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Thierry Gaxieux. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions. On se retrouve en fin d'après-midi. Donc merci beaucoup. Merci.